Alors, je ne sais plus sur quel sujet, mais comme je le dis, j'ai beaucoup de temps devant moi. Ça marche, ça y est, ça marche. Pardon. Non, mais j'espère que ça ne sera pas à cet âge-là. Si j'avais fait comme d'autres personnes, des personnes qui ont été et ont été professeurs, alors c'est considéré comme le nombre de avec Stéphane Nadeau, hein, il est pour droit, discipline. Wow. Ah oui, bon, Monsieur le Prado est arrivé. Faites attention, faites attention. Merci, bonjour. C'est qu'il y a là, alors. Lignon n'est pas là. Il est là, il est arrivé. Attention. Attendez, au voleur, c'est d'accord. Au voleur. On aura assez de monde, comme ça. Je vais pas me mettre. Non, tu m'embêtes pas. Une seconde. Je prendrai la parole. Hello. Faites attention, Non, j'avais marre de Je vais prendre ça, non? Je vais faire Non, non, mais c'est pas juste. C'est pas une violence juste, c'est dans la lutte. oui, j'en ferai passer. Oui, mais. Politiquement, c'est pas juste. Moi, c'est pas juste. J'ai deux points. Voilà, on est depuis, on est le 19 mai, et le dernier était le 14 avril. Je sens que ça nous met un rythme mensuel, étant donné tout ce qu'il y a eu. C'est pas ça. Il y a eu comme mouvement, c'est ça. En fait, ça ne fait rien. je suis à Paris 8 là. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu es libre? Moi, Je fais circuler ça, Comme d'abord. comme ça on verra à peu près ce qu'il y a. Avant que je parle, mais tu sauras le mettre sur Internet. la parole et Bon, d'accord. ne s'occupe du séminaire, Je rappelle, je voulais attirer votre attention, puisque, enfin on y reviendra de toute façon, mais puisque le cours porte sur avec un point d'interrogation sur l'effacement ou la mort des beaux-arts dans l'esthétique contemporaine, c'est-à-dire le fait qu'il y a un effacement des arts classiques et de leur hiérarchisation, poésie, musique, peinture, etc., dans d'autres formes, je voulais que l'on peut apprécier ou non, je voulais vous signaler quelque chose d'assez intéressant à l'heure actuelle comme forme nouvelle de cet art contemporain qui est, pour ceux qui peuvent y aller, mais je pense que vous avez en tant qu'étudiant, si vous êtes inscrit, vous avez des facilités pour aller aux expositions et ne pas dépenser trop d'argent pour y aller. Je la mets là parce que je ne vais pas l'écrire. C'est au Grand Palais une exposition d'un Chinois. Il y a beaucoup à l'heure actuelle de Chinois, Coréens, Taïwanais. Il y a un déplacement un petit peu, on pourrait dire, de la France ou des États-Unis qui reste malgré tout en lice, comme les Allemands, mais l'Europe, les États-Unis perdent un peu de leur place
au bénéfice de l'Asie, Yongping, je ne sais pas comment ça se prononce d'une façon tout à fait différente de ma prononciation, mais enfin ceux qui connaissent la prononciation de ces mots pourront les rectifier. Ça qui est intéressante parce que cela représente, ça se trouve ici, une sorte de serpent-dragon qui est en fer, c'est un squelette en fer qui est un peu semblable au fameux squelette du Diplodocus qui est exposé au muséum du Jardin des Plantes. Il doit y rester parce que je crois que ces squelettes et tout ça ont été nettoyés quand on les a rétablis après les avoir enlevés à un certain moment. Il faudrait vérifier. Mais enfin, c'est ce grand squelette qui est là, mais dans des proportions gigantesques, qui pèse, je ne sais pas combien, 160 tonnes, ou des poids considérables, et qui est exposé au Grand Palais, avec également un chapeau gigantesque qui pèse 3 tonnes, qui est celui de Napoléon Ier à la bataille de Eylau. Parce que ce chapeau évoque l'Empire et le serpent et son squelette, ainsi que des conteneurs. Je ne sais pas si c'est des conteneurs qui auraient contenu effectivement les éléments d'un serpent qui aurait été construit en Chine, ou si c'est une pure allusion à l'économie et au transport moderne des marchandises avec la mondialisation. Ce sont des conteneurs qui s'étagent également sous forme de grandes pyramides et qui soutiennent ce serpent. C'est donc une peinture, excusez-moi, c'est la langue qui m'a fourché d'une façon significative, puisque cela remplace justement ce qui pourrait être une peinture ou une sculpture. C'est une installation d'un type très particulier et vraisemblablement, sinon irreprésentable, comme le disait Luther, tout au moins innommable. On ne peut pas dire exactement ce que c'est. Ça installe quelque chose en place à l'intérieur d'une salle du Grand Palais qui est déjà représentative et très intéressante de l'art moderne, mais de l'art contemporain sous sa forme d'art moderne, c'est-à-dire d'art nouveau des années 1900. Et là, c'est à un siècle de distance où l'on met cette installation qui évoque de façon très allégorique un empire qui n'est pas celui de Napoléon. C'était la manière dont l'empire était représenté à la fin du XVIIIe siècle, mais sous la forme de l'empire commercial. Je signale que cette liaison, je me cite parce que, tout simplement, si je ne me citais pas, personne ne me citerait. C'est à la fin... Coquetterie. À la fin d'un livre qui s'appelle L'âme atomique, et il y a, qui est écrit avec Hockenheim qui est mort, et moi-même, nous avons relié cette idée d'empire à l'idée de l'art contemporain. Mais ce n'était pas sous la forme exacte qui est prise par cet auteur chinois Huang Yongping, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas un, mais deux empires. C'était écrit en 1985, où il y avait encore l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, ainsi que l'Europe, de sorte que le monde était divisé, et ce chapitre consacré à l'Empire porte sur l'unité possible du monde actuel, mais qui n'avait pas été envisagé sous sa forme de mondialisation essentiellement économique, financière et commerciale. Donc, il y a là
un chapitre qui peut être évoqué, mais qui correspond à une situation déjà dépassée, ancienne, qui n'est plus la situation contemporaine, où on s'affronte à une unique mondialisation qui pose le problème de la création. Et le problème de la création est très ambigu, puisque à la fois il se fait en accord avec cette mondialisation, il ne peut pas faire autrement, surtout quand c'est des œuvres aussi gigantesques qui demandent la mobilisation de plusieurs millions ou centaines de millions peut-être, rapport entre la mondialisation et la création, qui est soit individuelle, soit collective, qui est soit une approbation, soit une contestation. Je pense que, je termine, il s'agit là d'une sorte de contestation de l'ordre mondial en tant qu'agissant comme un dragon maléfique qui traverse les choses, mais en même temps qui aussi, en les traversant, permet la communication entre les différents pays et les différentes cultures. Et aussi le contrebalancement d'une Europe et des États-Unis dominatrices par l'Asie qui jusque-là était restée en second ordre. Donc il y a une problématique très importante qui est soulevée par là, et je vous signale cette exposition parce qu'elle vaut la peine que l'on aille réfléchir sur elle. Peut-être on le fera d'ailleurs ici, mais je donne la parole à Plinio. Alors, 2 secondes, s'il vous plaît, 2 secondes. Ce n'est pas d'ailleurs en contradiction avec l'orientation académique. Non, non, 2 secondes, juste pour dire que votre parallèle avec ce que vous avez écrit avec Ockham est possible parce que Empire, dans cette exposition, est écrit avec un S. C'est pas que l'empire commercial, c'est tous les empires. Voilà. C'est ça. Je me fais passer, ne me le perdez pas, il n'y a rien dessus. Mais comme je n'ai que cette feuille, ne la déchirez pas, faites-la revenir ici. Alors je laisse à Pignon. Je t'ai imprimé là, ça pour que tu l'aies sous les yeux. C'est ça. C'était sur le prospectus de l'art et université, le destin artistique, on pourrait dire, ou esthétique de l'université, l'orientation esthétique de l'université. Bon, excusez-moi d'avoir pris la parole, je te la laisse. Merci. Bon, merci René, merci aussi Thierry. C'est la deuxième fois que je viens ici cette année, mais je viens dans un contexte qui n'est pas celui qui était prévu, puisqu'on avait commencé à parler de Lyotard et la question de l'art et du sublime, et pourquoi son dernier cours à Paris 8, Vincennes, Saint-Denis, portait sur l'analytique du sublime. J'avais pensé faire la suite, mais entre-temps, il y a eu ce qui gronde actuellement dans les rues, le mouvement social en cours, donc il faut accueillir l'événement. Donc on est embarqué ou importé ailleurs, et je prends la parole dans un contexte différent et avec un déplacement de ce qu'on avait prévu aussi différent. Donc je vais proposer, juste pour une discussion, une conversation, proposer quelques remarques, qui sont des remarques qu'on est en train d'élaborer aussi avec quelques-uns qui sont là, dans un petit atelier de grève à propos de l'université. Je voudrais peut-être vous dire les projets, les 3 fils de projet par rapport à la discussion de maintenant. Donc il y a la question que René vient de rappeler, que vous travaillez ici, la question des arts et même des beaux-arts. Et ce qui, bon, il a appelé maintenant l'effacement. Dans l'intitulé général du séminaire, vous avez parlé des morts, des beaux-arts, thème hegelien bien connu.
je suis frappé par la récurrence du mot mort, effacement, disparition, fin. Et là, il se trouve que je suis en train de préparer un texte sur François Châtelet, qui René connaissait très bien. J'ai lu la biographie de Châtelet, la rencontre de René avec Châtelet les années 50 en Tunisie. Et je suis frappé de cette phrase de François Châtelet en 70, où il fait une chose un peu qui ressemble un peu à ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire Châtelet écrit avec des étudiants un livre qui s'appelle La philosophie des professeurs, et qui est un livre contre la philosophie des professeurs, mais qui soutient qu'on peut professer la philosophie sans être professeur. Et ce texte est écrit avec, la plupart du livre, c'est écrit par les étudiants, avec une recherche, une analyse des documents de l'enseignement de la philosophie en France. Et Châtelet dit dans ce texte, ce dernier chapitre, il dit ceci, je cite par mémoire, la philosophie est devenue un cadavre. Et nous passons notre temps à l'université en train de s'occuper de ces cadavres. Donc c'est encore la question de la mort et du cadavre. Ce qui pose la question de savoir comment ça continue, parce que ça continue tout en prenant acte du cadavre. Or, Châtelet dit ce qui est le plus important en ce moment, c'est d'abord de savoir qu'il y a du cadavre, qu'il y a de la mort, qu'il y a de la faim. Et deuxième point, il faut le dire. Donc Châtelet, dans un livre, directeur du département de philosophie de Paris 8, dans un livre qui s'appelle La philosophie des professeurs, il part de cette idée que ce dont nous parlons, c'est d'un cadavre. Bon, je voudrais donc simplement rappeler ça d'abord, le contexte qui est plutôt le vôtre de cette année, les beaux-arts et la mort. Deuxième point, qui est l'autre fil de ce qui nous conduit ici, c'est une discussion avec René. La discussion avec René Scherer, dont je vais partir ici pour poser quelques jalons. La discussion avec René, elle a deux moments, en tout cas, ces deux moments, je vais me concentrer sur deux moments qui sont un texte que j'ai écrit à propos du travail de René Scherer dans les livres qui lui a été consacré, et puis une réponse dans la discussion de ce que j'avais avancé à propos de son travail, en particulier sur Émile Perverti de René, sa réponse à cela. Et donc nous avons une discussion que je vais prendre comme point de départ, c'est-à-dire en fait une discussion entre nous. Thierry Briot a fait partie aussi. Je veux la rendre publique ici pour qu'on puisse aussi, que vous puissiez aussi intervenir. Mais dans cette discussion avec René Scherer, il y a deux choses que je voudrais souligner. Et elle est axée sur ce que je vais appeler ici la relation enseignante. Et je suis parti pour parler de l'Émile Perverti de René. Je suis parti du modèle que l'Occident a consacré depuis Platon, qui est la relation Socrate-Alcibiade, jusqu'à arriver à d'autres relations où Émile, en quelque sorte, va relayer Alcibiade dans cette relation. Et cette question de la relation enseignante, c'est le point sur lequel nous avons concentré la discussion, mais elle, plus largement, porte évidemment sur l'université. Et là, je pense que c'est une chose, je trouve, assez incroyable que nous puissions aujourd'hui, 19 mai 2016, parler ici, dans ce contexte de grève, avec René Scherer, sur l'université et sur Vincennes. Parce que je pense que au fond, cette intervention, elle pourrait s'appeler à l'actualité de Vincennes. Vincennes, entre guillemets, évidemment, ce n'est pas le lieu, c'est le centre expérimental de Vincennes qui a donné lieu à Paris 8. Donc on peut appeler actualité de Vincennes.
c'est un peu, mais tu me diras après ce que tu en penses, mais c'est un peu ce que j'ai compris de la conclusion du texte que tu as écrit. Donc l'université et Vincennes, évidemment, je pense qu'il n'y a pas de malentendu dans l'expression actualité de Vincennes, mais je vais quand même expliciter, ça ne veut pas du tout dire que Paris 8 c'est Vincennes. C'est tout le contraire. Vincennes est morte, ça fait partie du lot des cadavres à cet égard-là. Paris 8 n'a rien. Et les gens aujourd'hui qui sont en train de se prévaloir de ce qu'ils appellent l'esprit de Vincennes, ils sont, l'esprit de Paris 8 en tout cas, ils sont là juste pour trahir et pour bénéficier d'un héritage qui a été prestigieux. Donc ce n'est pas du tout ça, dans ce sens-là, qu'il y a actualité de Vincennes. À l'actualité de Vincennes, j'entends l'actualité du projet Vincennes, de l'idée de Vincennes, d'un projet de l'université, d'un projet des relations enseignantes que René Scherer les rappelle dans son texte, est peut-être, voilà, première hypothèse générale, cette totalité est peut-être ce que certains cherchent aujourd'hui lorsqu'ils sont dans la rue en train de dire notre vie n'est pas vendable, notre vie n'est pas des marchandises, etc. Ils cherchent peut-être quelque chose qui a existé et qui René Scherer de nous tous ici, je crois que c'est le seul qui a eu la chance de voir la naissance et de l'accompagner. Et cette chose-là, je cite une phrase de la fin du texte de René Scherer, je cite en guise d'anticipation, il dit ceci, la création de Vincennes, dans Vincennes, entre guillemets, veut dire celle d'un lieu d'accueil et de vie. Voilà, je pense que le mot vie, c'est un mot qui joue partout dans la rue, n'est-ce pas? La question de vie. Ne pas être dépossédé de sa vie, ne pas être une vie échangeable. Donc, Vincennes était le lieu d'accueil et de vie, moins d'accumulation de connaissances, même utiles, on dit aujourd'hui même professionnalisantes, que des suppléments, des surcroît pour l'existence. Donc Vincennes comme un lieu de surcroît d'existence en passant par la relation enseignante, par la recherche, une relation enseignante qui n'était pas dissociée de la recherche, ce qui est le cas aujourd'hui. Et donc il brosse René Scherer cette idée et c'est autour de ça que nous avons discuté. Et puis le troisième fil, je vais revenir sur cette définition bien sûr, et le troisième fil qui compose ce que les jalons que je voudrais proposer à la discussion porte sur l'actuel mouvement social. Que je rappelle, juste pour qu'on puisse l'élaborer, qui est un mouvement social qui se dresse contre la loi travail, et surtout ce qu'on dit aujourd'hui, et ce qu'on désigne aujourd'hui par son monde. C'est-à-dire, parce que la loi travail, c'est une des choses intéressantes, me semble-t-il, dans le mouvement actuel, c'est qu'il a été déclenché par la loi El Khomri, mais il a tout de suite devenu beaucoup plus large. Et donc c'est le monde qui a engendré la loi El Khomri, c'est-à-dire, pour abréger, la nouvelle offensive néolibérale mondiale, avec toutes les exigences qui portent sur plusieurs pays et les institutions du pays. Donc il y a ici, je dirais, trois choses que je voudrais proposer qu'on discute, c'est-à-dire la question de l'art, la question de l'université et la question du mouvement. C'est le croisement de ces trois points-là, à l'intersection de ces trois points-là, que je voudrais axer cette présentation. La première chose, c'est ce qui est indiqué dans le petit argumentaire
de la séance, c'est l'idée de prêter l'oreille à ce qui est en train de se passer dans la rue et essayer de les transposer, les prolonger, les répercuter à l'intérieur de l'université. Parce qu'évidemment, à l'université, nous sommes nous aussi soumis à tout ce qu'on critique dans la rue. À commencer par les conditions de travail, je dirais même, à commencer par les conditions de travail des étudiants. Mais les conditions de travail en général, de la recherche, de l'enseignement. Or, cette idée de répercuter ce qui se passe dans les rues et d'essayer de voir ce qu'il en est à l'intérieur de l'université, cela m'a conduit, je vais juste donner une indication, cela m'a conduit à une idée que j'aimerais prendre comme point de départ et voir ensuite son rapport à la question de l'université. C'est à une idée ou un idéal. Un idéal d'université. Un idéal type d'université qui n'existe pas, mais qui peut avoir une fonction régulatrice, si on veut critiquer l'université telle qu'elle existe. Et à partir de cet idéal, je voudrais réunir ces filles. Cet idéal type, je les prends dans un livre, dans un roman. Je voudrais d'ailleurs noter ici, je pense qu'il y a quelque chose de, par rapport à la question des arts et de l'université, je pense qu'il faudra tout à l'heure revenir sur, à mon avis, un rôle majeur qu'il y a à la littérature dans tout cela. À point que je suis presque très bon ici entre nous, parce qu'on est en train de penser sans toilettage, sans toiletter la pensée et penser à haute voix, je suis presque tenté de dire que l'essence de l'université, c'est la littérature. Avec un grand tel, comme il arrive à Roland Barthes de l'écrire. Mais en attendant, je prends dans un cas de littérature, c'est-à-dire un roman de David Lodge sur l'université, qui s'appelle Nice Work en anglais, et en français a été traduit par Jeux de société. David Lodge, bon que vous le trouvez en dessous des poches, chez Rivage. David Lodge a écrit 3 livres sur l'université dans un genre anglo-saxon qu'on appelle campus novel, des romans académiques ou des romans sur les campus universitaires qui sont assez étonnants. Et je me suis rendu compte que là, l'époque où se déroulent les états différents de l'université selon la trilogie de Lodge correspond à des époques très, très importantes de l'histoire de Vincennes. Les débuts, les années 69, la suite, les années 70 jusqu'à 85, qui est l'année de la mort de François Châtelet. C'est le deuxième tome de lui, qui s'appelle Small Worlds, un tout petit monde, qui est le monde universitaire. Et le troisième volet, qui est après les années 85, qui est l'époque du thatcherisme, de Margaret Thatcher, c'est un moment où l'université est tenue de se soumettre aux consignes de l'économie du marché. C'est l'époque de ces livres ici. Donc on pourrait dire très largement les postes François Châtelet, au moment où commence ici à Paris la normalisation, des étudiants commencent à avoir un rapport au diplôme qu'ils n'en avaient pas avant, etc. Bon, dans ce texte ici, à la fin du texte, j'abrège, il y a un personnage, c'est une femme, ça me plaît beaucoup, c'est une femme qui s'appelle Robin, et elle est une femme littéraire, spécialiste de ce qu'on appelle le roman industriel en anglais,
Et donc le roman sur la misère de la vie sous l'empire de l'industrie. Et cette femme, à un moment donné, elle regarde les campus et elle a une sorte d'hallucination de ce que c'est la vraie université. Et c'est cette hallucination que j'appelle ici pudiquement idéale. En anglais, c'est daydream. C'est un rêve éveillé ou un fantasme de ce qu'est la vraie université. Donc je voudrais vous lire, je vais abréger, ce sont 2 pages de roman, je voudrais vous lire juste tous les noyaux de ce fantasme. Elle regarde. Bon, d'abord, il y a un campus. Donc on est sur la pelouse. Et c'est l'été. Et toutes les 2 pages sont axées sur le soleil. Il y a un soleil qui brille sur l'université. C'est un soleil platonicien, on dit tiens. Le soleil, c'est une chaleur, c'est une lumière qui brille. Tout le monde rayonne de ce soleil. Et elle détaille tous les espaces de l'université où jaillit la lumière solaire. Et elle dit ceci, à ce moment-là, j'ai eu le sentiment que l'université était le type idéal de la communauté humaine. Je trouve cette phrase assez incroyable. L'université était le type, si vous voulez, prenons les latins universitas, qui voulait dire, au départ, tout simplement une communauté d'étudiants et d'enseignants. C'est ce qu'il voulait dire au départ, universitas. Donc, l'universitas était, dit-elle, le type idéal des communautés humaines. Donc, elle identifie ça à la communauté des êtres parlants. Là où tous les êtres parlants peuvent s'accomplir, s'épanouir dans toutes leurs facultés, c'est dans l'université idéale. Donc du coup, ici la revendication, il faut que tout le monde puisse accéder à l'université en tant que type idéal des communautés. Et elle précise ça, c'est-à-dire type idéal de communauté humaine, un lieu où il n'y a plus de distinction entre le travail et le jeu. Il n'y a plus de distinction entre work et play. Ça, c'est une chose aussi extraordinaire parce que si vous vous souvenez de Marcuse, en particulier dans un livre qui s'appelle Et civilisation, et plutôt dans un article qui s'appelle L'idée des progrès à la lumière de la psychanalyse, Marcuse dit la révolution communiste doit apporter une société où le travail n'est plus aliéné. Et il n'y aura plus de distinction entre travail et jeu. Et donc, et Marcuse dit, ça c'est donc les libres jeux de l'imagination et de l'entendement qui fonderaient les rapports au travail et au jeu dans la société à venir. Or, cette idée de Marcuse, qui évidemment repose sur Kant, et René Scherrer, dans son texte, à la fin de son texte, il finit par parler du jugement esthétique et de ce qui dans l'art donne à penser. Robin pose ça comme au cœur de la communauté qu'incarne l'université. Je trouve ça difficile de faire mieux comme idéal magnifique des rapports. Je continue à suivre ce qu'elle dit. Donc il n'y a plus de différence entre le travail et le jeu, entre la recherche et la création. Faire de la recherche, c'est faire de la création, et faire de la création, c'est faire de la recherche. Phrase quand on regarde Marcel Proust, Marcel Proust dit chercher ou créer, ici il n'y a plus de distinction lorsqu'il s'agit de témoigner de ce qui m'arrive. Chercher, c'est créer, et créer, c'est chercher. Et puis elle dit il n'y a plus non plus de distinction entre culture et nature. D'ailleurs, une chose qui l'a ravi, c'est de voir sous la pelouse, au milieu des arbres, des livres. Donc on est à la fois dans un environnement, dans un magnifique parc, mais cet environnement, il est aussi avec des bibliothèques que chacun apporte. Donc il n'y a plus de distinction, dit-elle, entre culture et nature. Et dans cet accord général,
où les gens sont sous la pelouse en train de lire, de causer, certains de se bécoter, d'autres en train d'écouter, d'interpeller les profs, etc. Dans cet espace-là, dit-elle, les gens sont libres de chercher à être excellents. Chacun est libre de chercher à exceller dans les domaines où il veut selon ses aptitudes. Et cette liberté, c'est aussi, dit-elle, je crois que c'est un des points clés ici dans notre conversation, cette liberté, c'est aussi la liberté de chercher l'accomplissement de soi, l'auto-accomplissement. Et cet accomplissement de soi, que je voudrais noter ici, et cet accomplissement de soi, je vais noter, c'est très majeur. Cet accomplissement de soi, il est au cœur de la question de la relation enseignante, selon la grande tradition qui remonte au moins à Socrate. Et il est repris par Michel Foucault lorsqu'il va parler du souci de soi et du souci de soi comme un jeu de la relation enseignante. Et la personnage ici pose ça, la liberté de s'accomplir dans sa vie. Elle pose cela comme étant au cœur de la communauté humaine dite universitaire. Je vous rappelle, par parenthèse, qui est le mouvement lycéen qui a donné, à bien des égards, a donné le départ des mouvements actuels. Le mouvement, en particulier le mouvement qui s'appelle Mili, le mouvement lycéen est parti de cette idée l'État capitaliste financier nous dépossède de nos vies. Nous dépossède de nos vies. Or, ici, elle est en train de revendiquer justement que nous puissions, nous, avoir la liberté d'élaborer comment voulons-nous vivre. Ça, c'est un jeu de l'université, dit Robert. Et elle ajoute ceci, c'est sa dernière remarque, elle ajoute ceci, et chacun peut chercher à exceller, chercher à s'accomplir selon son rythme. Chacun selon son rythme, selon son temps, et selon ses inclinations, et selon ses goûts. Donc voilà ce qu'est la communauté humaine idéale qu'incarnait à l'université. Et j'ajoutais, mais sans vous lire, une fois que le personnage... Tout ça, évidemment, sous le soleil. Ça, c'est ce qui s'épanouit sous le soleil. Et à ce moment-là, le personnage dit, non, mais ce même soleil est le soleil aussi qui frappe les usines, les préfabriqués, l'industrie, les fabriques, les gens qui sont en train de souffrir, qui doivent manger debout en 40 minutes. Et donc elle dit, pour compléter mon rêve de l'idéal de l'université comme une communauté humaine, il faut que tous, je vous lis peut-être brièvement la liste qu'elle donne, que tous ceux qui sont en train de souffrir dans des conditions de travail aliénées, justement, dans l'usine, il faut qu'ils reviennent, qu'ils viennent, plutôt, dans un autre espace humain universitaire. Donc elle dit, à ce moment-là, j'ai transporté par idée les manœuvres, les ouvriers qualifiés, les contrôleurs, les secrétaires, les balayeurs, les cuisiniers, eh bien, tous sont venus aussi dans le campus idéal de l'université. Et à ce moment-là, les étudiants et les anciens qui sont beaux, là, sous le soleil, en train de discuter, épanouis, se sont tous levés pour accueillir ces gens humiliés, exploités de l'usine qui arrivent chez eux. Et à ce moment-là, ils vont constituer des groupes de discussion. Et ces groupes de discussion ont pour tâche de concilier l'université avec la société en général et penser quelle est la société que nous voulons. Vous voyez, son rêve, ce qu'on appelle aujourd'hui une convergence de lutte, n'est-ce pas? Convergence de lutte. Donc on fait tous venir, et donc cet idéal de l'université finit comme ça. Cette sorte de discussion générale
sur la pelouse du campus universitaire, sous le soleil, discussion où nous allons nous occuper de la chose publique. Vous savez que c'est une chose justement qui est interdite. Je lis récemment beaucoup de travaux sur des formes du néolibéralisme contemporain. Ils sont tous d'accord pour dire que si c'est une chose que le néolibéralisme ne veut pas qui arrive, c'est que les gens s'occupent de la chose publique. Tout est mis en place pour écarter les gens, les citoyens, le peuple, de la chose publique. Or, dans ces fantasmes, dans ces rêves diurnes, c'est de ça qu'il s'agit. Et ils sont autorisés à s'occuper de la chose publique, ceux qui appartiennent à la communauté humaine et idéale, qui est la communauté qu'elle appelle ici à l'université. Je voudrais ajouter juste pour faire un petit clin d'œil à ce dont nous avions parlé avec Lyotard il y a plusieurs mois. Il y a chez Lyotard, à un moment donné, cette idée d'un paganisme, d'une communauté païenne. Et cette communauté païenne, c'est au fond, ça ressemble fort à ce qu'il dit Robin, c'est au fond une communauté d'artistes. Une communauté d'artistes. Parce que je pense que la communauté universitaire de Robin, c'est une communauté d'artistes, au fond. Même si on est physicien, et on se fait dans la recherche, mais on est un physicien éclairé, et on sait que ce qu'on dit, ce n'est pas la vérité objective ultime, mais on sait qu'il y va de l'invention et de la fiction, même dans le discours de la physique. Donc il y a, chez Jean-François Lyotard, il y avait cette idée-là, d'une communauté d'artistes. C'est-à-dire une communauté de ceux qui savent qu'il n'y a pas de référent dernier à trouver, mais ce dont il s'agit, c'est de s'inventer. C'est aussi, je vous rappelle, les derniers mots de Michel Foucault dans la dernière leçon au Collège de France. Souvenez-vous, n'oubliez pas d'inventer votre vie. Donc l'accomplissement de soi, ce n'est pas être conforme à une nature quelconque, à un référent quelconque. L'accomplissement de soi, c'est une affaire d'invention. Donc cette communauté d'invention, cette communauté d'artistes, c'est aussi ce dont parlait Lyotard dans les livres qui s'appellent Les rudiments païens. Et il dit ceci, pour cette communauté-là, on assume ceci, que la conviction dans l'argumentation, les vrais et peut-être même les justes résultent des effets des styles. Donc ce qui est vrai dans la communauté scientifique, ce qui est juste dans la communauté éthique ou politique, ce n'est pas ce qui est conforme à un quelconque référent ultime, ce sont des effets des styles. Donc le dernier mot revient au style, et c'est ça à mon avis ce qui voudrait dire l'idée d'esthétique d'université. Ce qui revient au fond, c'est la question du style. Donc les vrais et les justes, c'est des objets d'affection suscités par des discours. Et la force des discours capables de susciter d'affection par son style, d'affection quant au vrai ou quant au juste, sa force repose à sa capacité à inventer. Si on invente, comme disait-il, de nouveaux coups, et que ces coups l'emportent, il l'emporte justement par sa force stylistique. Je pense que ce qui se profile là, dans cet idéal, c'est donc une communauté des stylistes, si vous voulez, ou d'artistes, une communauté esthétique, dont l'enjeu est finalement, mais ça c'est Michel Foucault encore qui l'a rappelé, mais ça va tout à fait, à mon avis, avec ce les derniers textes que René Scherer a écrits, dont l'enjeu finalement, c'est, l'horizon en tout cas, c'est de faire de sa vie une œuvre d'art. Faire de sa vie une œuvre d'art, Michel Foucault précise, belle et juste. Et cette vie en tant qu'œuvre d'art, c'est-à-dire la difficulté à passer une vie comme œuvre d'art, c'est que ce n'est pas un objet, mais c'est la façon de traverser la vie qui doit prendre la forme d'un art qui est un art du beau et du juste, dit Michel Foucault. Et tout cela, je vais dire que David Lodge, le paganisme de Lyotard et les derniers mots de Foucault, à mon avis, forment une constellation
qui convergent vers un même horizon. Or, je dirais par rapport à cette que je prends donc comme, si vous voulez, comme rêve, ou comme idéal, ou comme fantasme régulateur, on pourrait opposer à ceci un état des lieux de l'université aujourd'hui. Évidemment, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je voudrais juste soutenir l'idée suivante, qui est plus ou moins évidente pour tout le monde, mais je voudrais partir de ça. Tout aujourd'hui, concernant l'université française et en général, depuis le processus de Bologne, bientôt depuis 20 ans, tout aujourd'hui est programmé pour empêcher qu'on arrive, qu'on s'approche de cet idéal. Tout est fait pour interdire qu'on approche de cet idéal-là. Et donc, je dirais que à partir de cela, on pourrait considérer 3 points. Je vais juste les nommer sans les considérer ici. Ce sont les conditions de l'enseignement, ce qu'on appelle l'enseignement aujourd'hui, qui est devenu une simple transmission dans le meilleur des cas. Dans les cas les plus courants, on ne transmet rien du tout. Mais dans les meilleurs des cas, c'est une transmission des savoirs acquis. Où le savoir est extérieur à celui qui transmet et extérieur à celui qui les reçoit. On pourrait parler de la recherche qui est de plus en plus subordonnée à des impératifs de rentabilité et de compétitivité. Il faudra parler aussi, ailleurs, de la précarité dans l'université. Précarité des étudiants, précarité des chercheurs, précarité des enseignants, précarité des scientifiques. Il y a une prolétarisation des scientifiques, c'était déjà un thème chez Jean-Marc Lévy-Leblond. Il y a une prolétarisation de plus en plus grande des scientifiques. Donc c'est ça qu'il faudra aborder pour montrer combien nous sommes loin de cet idéal-là, au point que les gens, quand on commence à en parler, les gens nous attaquent tout de suite pour dire mais ça c'est de l'utopie. Au sens bête du terme, c'est-à-dire quelque chose d'inaccessible. Or, je résume cela en disant ceci, l'enseignement, aujourd'hui, l'enseignement professionnalisant, qui commence de plus en plus tôt, et maintenant, même au lycée, on veut déjà qu'on se prononce sur les professions qu'on va choisir. Donc c'est fini ce que Marcuse appelait les progrès universitaires, on ne sait pas très bien encore ce qu'on va faire, et on a les loisirs de s'interroger sur la société dans laquelle on va entrer. Que je disais, c'est très bien à l'université parce que les gens quittent la famille, bon, à l'époque il y avait la famille aussi, les gens quittent la famille, mais ils n'ont pas encore de patron. Donc ils sont dans un entre-deux. Et cet entre-deux, c'est très intéressant. C'est le moment où les gens peuvent se poser des questions au sujet de projets de société dans lesquels ils sont censés intégrer. Bon, c'est fini ça, parce qu'on est de plus en plus tôt tenus de s'insérer dans les réseaux du système. Donc, enseignement professionnalisant, et il faudrait vérifier ça déjà ici, je veux dire, dans ce département de philo, qui a à bien des égards mieux qu'ailleurs, que d'autres départements ailleurs. Mais déjà ici, on n'a qu'à regarder la liste info-philo et on va de plus en plus des informations comme quoi, vous qui faites des doctorats en philo, eh bien, savez-vous que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour être un gestionnaire d'entreprise, que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour s'occuper, pour être chef d'entreprise, pour monter votre propre entreprise. Donc suivez nos cours de marketing, ça c'est dans ce département. Suivez nos cours de marketing culturel, il y a une chose épouvantable qui s'appelle l'entrepreneuriat culturel. Donc vous qui faites de la philo, eh bien vous êtes apte à entrer dans les marchés du entrepreneuriat culturel. Donc je voudrais dire que tout ça, pour résumer d'un mot, l'université d'aujourd'hui, elle est l'université mondiale, hein, comme dit la première page de Paris 8, l'université monde. L'université monde, c'est-à-dire l'université mondiale, c'est-à-dire l'université des masses, elle est et va devenir un lieu où tout un chacun est tenu de devenir un acteur, entrepreneur du marché. Cette idée vous trouverez ça dans beaucoup de textes.
l'université formera les gens au marché, n'est-ce pas, pour devenir des acteurs. J'ai des étudiants qui ont suivi les cours pour ouvrir des entreprises de philosophie. Ça s'appelle entreprises de philosophie. D'autres qui ouvrent des cabinets de consultation en philosophie. Donc, vous voyez, cette idée d'entreprise, c'est inscrit dans le néolibéralisme. Là, il y a un texte quand même, il est quand même bon et écrit très tôt de Michel Foucault, en 1978. Michel Foucault parle de l'horizon néolibéral qui est donner à sa vie la forme d'une entreprise. C'est l'éthos néolibéral, dont certaines personnes aujourd'hui lisent chez Foucault comme étant une chose positive. L'éthos néolibéral, c'est de donner à sa vie la forme d'entreprise, c'est-à-dire devenir manager de soi-même. Beaucoup de collègues ici sont dans cette logique d'être marketeur de soi-même. Ils ne disent pas un mot qui ne soit pas un mot déjà d'autopromotion dans un marché de savoir. Donc cette logique-là, c'est donc tout le contraire évidemment de ce dont on parlait à l'instant. Et je voudrais juste signaler deux traits par rapport à cette université d'aujourd'hui. Le premier trait qui est frappant. Il est tellement frappant qu'on ne le voit plus, c'est comme l'air. On a tellement dedans qu'on ne voit plus, et c'est la destruction de toute solidarité. Il n'y a plus de solidarité. Ce département, comme l'a dit la communauté universitaire, c'est un agglomérat d'individus selon la loi de chacun pour soi. Il n'y a plus de solidarité. Et évidemment, ce n'est pas que dans l'université, mais quand même, il n'y a pas de communauté, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement à l'université que la solidarité a explosé, et je vous renvoie là-dessus un très beau rapport du groupe Jean-Pierre Vernant. Le groupe Jean-Pierre Vernant, qui est un groupe d'universitaires, quelques-uns sont à Paris 8, le groupe Jean-Pierre Vernant a fait un très beau rapport sur l'état actuel de l'université, c'est paru en février, et un des points sur lesquels ils insistent, c'est sur l'effritement de la solidarité. Tout est même... Bourdieu, quand il fait un petit texte célèbre qui s'appelle « Qu'est-ce que le néolibéralisme ?», il dit ça, le néolibéralisme sert à ça, à effriter les solidarités dans les entreprises, dans les industries, dans les usines. Donc, c'est-à-dire instaurer la compétitivité de tous contre tous. Donc, on a comme ça aussi dans l'université, et aussi, on a déjà discuté ailleurs, les médias travaillent 24 heures sur 24 pour empêcher les moindres élans de solidarité. Je cite en particulier une chose que nous avons discuté dans notre groupe. Je cite en particulier ce reportage qui est critiqué par Acrimed, le site qui s'appelle Les critiques des médias. Ce reportage qui est l'horreur des médias à l'égard des gens qu'ils appellent qui ne sont pas concernés par la grève. C'est-à-dire que vous n'allez manifester, par exemple, pour les migrants ou pour les réfugiés que si vous êtes vous-même réfugié ou migrant. Si vous n'êtes pas, vous ne devez pas être concerné. Donc ils ont interpellé violemment des lycéens en disant « Qu'est-ce que vous foutez dans la rue alors que vous n'êtes pas dans les marchés du travail? Pourquoi battez-vous contre la loi du travail ?» C'est-à-dire cette idée que le moindre élan de solidarité par rapport à l'autre c'est coupé par les médias en discréditant cela et en disant chacun roule pour soi. Et à mon avis, disent les journalistes, ces lycéens qui n'ont rien, qui ne sont pas concernés, puisqu'ils ne sont pas des travailleurs, qui ne sont pas concernés par le travail, s'ils font ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler à l'école. Donc il faut une autorité qui les fasse revenir à l'école. Et c'est la même chose ici, chers amis, et par rapport à les informations qu'on a vues à la télé et à la presse écrite la semaine dernière sur Paris 8, n'est-ce pas? Paris 8, qu'est-ce qui se passe à Paris 8? J'ai vu ça sur TF1, mais c'est BFM TV, deuxième chaîne, Les Figaro. À Paris 8, qu'est-ce qui se passe à Paris 8? Eh bien, les gens n'ont rien foutu pendant le semestre. Parce que toute notre angoisse, tout ce travail, toutes ces lectures, tout ça, c'est rien. Les gens n'ont rien foutu dans le semestre et maintenant, les profs ont décidé qu'ils vont donner des notes.
que penser de l'université, que penser de ses profs, etc. Donc cette campagne des médias, c'est toujours dans la même logique, où vous suivez ce qui est programmé, ou alors vous êtes suspect de fainéantise. Et donc, à ce moment-là, on va établir cette sorte de logique de ne pas concerner et effriter la moindre, faire effriter, faire exploser la moindre solidarité. Donc, un point sur lequel mettre l'accent Jean-Pierre Vernant après Bourdieu et bien d'autres. Et je voudrais peut-être juste ajouter ceci, qu'avec toute cette... ça va sans dire, mais je l'ai dit, quand même avec cette ligne générale, ce qui est oublié, c'est évidemment la question du soi, du travail sur soi, de la transformation de soi, du changement de soi, du perfectionnement de soi, de l'excellence de soi, tous ces enjeux qui ont été mis en avant, je dirais, pour faire gros, de Socrate à Foucault. Ces questions-là font que il faut quand même que je vous dise un mot. Cette question qu'il n'y a plus de place pour s'occuper de soi dans cette société qui est celle de la compétitivité néolibérale. Cette thèse-là, elle est évidemment présente dans les livres de Ehrenberg. Alain Ehrenberg, qui s'appelle « La fatigue d'être soi ». Et Alain Ehrenberg montre que cette fois-ci, ce n'est pas chez les ouvriers, c'est chez les cadres français, qui une sorte d'interdit par la façon dont on a organisé. Parce que je crois que c'est ça, ce qu'il faut entendre par société du contrôle. La façon dont on a organisé administrativement la vie des gens, cela implique un interdit par rapport au temps, par rapport à la charge horaire, un interdit de s'occuper de soi. Et Ehrenberg écrit un texte qui s'appelle « La fatigue d'être soi », qui est un nom qui donne pour l'asthénie, dont le nom populaire c'est la dépression, qui se développe chez les cadres qui n'ont plus de rapport à soi. Bon, mais ce qu'il dit Ehrenberg, ça a été dit avant, je ne sais pas si je n'ai pas noté son nom, mais vous connaissez Théodore Kaczynski. Je pense que je ne me trompe pas sur son nom. Théodore Kaczynski, dans un texte qui s'appelle « Manifeste sur la société industrielle », il dit la même chose. La société industrielle, et ce qu'on appelle aujourd'hui post-industrielle, elle est organisée pour empêcher les gens d'avoir un rapport à eux-mêmes. Théodore Kaczynski, il est connu sous les pseudonymes de Unabomber. Parce qu'il a donc... c'est intéressant, Unabomber, c'est la façon dont les CIA, les FBI a codifié Kaczynski. Vous savez, Kaczynski était un grand professeur de mathématiques à Berkeley. Il établit ses diagnostics ici. Je suis d'accord sur les diagnostics, pas sur les conséquences pratiques qu'il a tirées, parce que les conséquences pratiques qu'il a tirées, peut-être déjà dans une sorte de délire, était qu'il fallait donc jeter des bombes dans tous les lieux où on développe la technoscience, les laboratoires. Il en a jeté presque une vingtaine. Donc il a mutilé des gens, etc. Tout seul, et il y a à chaque fois une organisation dont il était le seul membre. Et Unabomber, donc le nom de FBI, le nom des codes pour les poursuivre, et finalement il a été dénoncé par son frère. Vous savez, les familles sont magnifiques. Donc son frère a reconnu un billet de lui, il a dit c'est mon frère, et avec les frères ils ont réussi à les trouver et il est actuellement un hôpital psychiatrique. Mais les Unabomber, ça veut dire university. Ça c'est intéressant. Cette idée et qui... Hein? La chanson. Il y a quelque chose qui peut donc, c'est Unabomber, donc UN,
comme au début de l'université. Oui, c'est ça. UN comme université, A comme aérien, de transport aérien, parce que ça faisait partie aussi des ennemis, les compagnies de transport aérien, et bombe, c'était les moyens pour nous émanciper de toute cette merde-là. Et donc, et vous savez qu'il a été pris au moment où il a dit, si vous publiez, parce qu'il a ça aussi, évidemment, c'est quelqu'un, comme beaucoup d'entre nous, quelqu'un qui était interdit d'accès à la publication. On ne pouvait pas rendre public ses idées. Il a dit, si vous publiez mon manifeste sur la société industrielle, j'arrête les bombes. Et c'est ces billets-là qui ont été décodifiés, et c'est ces billets-là qui a fait qu'il a été arrêté. Mais ces billets-là, il est publié, y compris en français aujourd'hui, et même il y a